Est-ce que tu sais ce que 3 hommes dans une salle du fond demandent à une femme de 26 ans à propos de son lit conjugal? Je m'appelle Camille, j'ai grandi dans la vérité, j'ai été baptisée à 13 ans, mariée à 18 et exclue à la mi-décembre dernière, à Clermont-Ferrand. Je veux te raconter ce qui se passe dans la pièce que personne ne filme. Pas le cantique du royaume, pas l'estrade, pas les gentils sourires à la sortie du parking. La salle du fond. 3 anciens. Une table rectangulaire, 4 chaises, aucune fenêtre, une boîte de Kleenex déjà posée avant ton arrivée. Un comité judiciaire. Et la voix la plus douce que tu aies jamais entendue qui te demande, ligne par ligne, ce que ton mari faisait avec ton corps pendant 8 ans. Ce n'est pas une dérive, ce n'est pas un ancien qui dérape. C'est procéduralement prévu. C'est une page dans un manuel, et c'est pour ça que les jeunes mariés témoins de Jéhovah arrivent au mariage déjà perdantes, parce qu'on les forme à confondre la soumission avec la pureté, et le silence avec la sainteté, longtemps avant que le premier mot ne soit prononcé dans cette salle du fond. Si cette histoire ressemble à un détail de ta propre vie, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne fais pas ça pour l'algorithme. Fais ça parce que la prochaine femme qui regardera cette vidéo aura besoin de savoir que quelqu'un d'autre était dans cette salle avant elle, et qu'elle en est sortie. Abonne-toi pour rester. Laisse un mot en commentaire, pas une bénédiction, pas un cœur, juste une phrase, pour que la prochaine sache qu'elle n'est pas seule. Le frère Dupont avait 68 ans. Cheveux blancs coupés courts, lunettes à monture fine, une chemise grise boutonnée jusqu'en haut, une cravate bleu marine qu'il portait depuis que je le connaissais, c'est-à-dire depuis toujours. Quand j'avais 7 ans, il m'avait offert un recueil des cantiques du Royaume Neuf à un mémorial. Il avait écrit mon prénom sur la première page, en lettres bâton. Camille. Avec un point sur le i tracé très précisément. Cet homme-là, 20 ans plus tard, allait poser une planchette à clip en masonite brun sur ses genoux. Sur la planchette, un bloc-notes jaune. Sur le bloc-notes, des lignes dactylographiées que je n'ai pas pu lire entièrement, juste des bouts. Lit, acte, refus, combien de fois. Le bord du papier était légèrement froissé là où ses doigts l'avaient tenu trop longtemps avant que je ne m'asseye. Je me suis dit, en regardant cette planchette, qu'il l'avait préparée chez lui, à la table de sa cuisine, peut-être pendant que sa femme préparait le dîner. Je m'étais habillée comme on m'avait appris à m'habiller pour une réunion sérieuse. Jupe aux genoux, chemisier blanc fermé jusqu'au col, pas de boucle d'oreille, mes cheveux longs châtains tirés en queue de cheval basse. Pas de maquillage, juste un peu de baume sur les lèvres parce qu'il faisait froid dehors. C'était le soir, au mois de novembre, et le parking de la salle du royaume sentait l'humidité, la feuille morte, le bitume vieux. J'avais conduit toute seule depuis l'appartement, garé la voiture loin de la salle pour que personne ne me voie arriver, et je m'étais demandé sur le trajet si Julien rangerait les courses pendant mon absence ou s'il attendrait que je rentre. Voilà à quoi pensait ma tête de 26 ans en allant à mon propre comité judiciaire. Aux courses. Au beurre qui allait fondre dans le sac s'il oubliait. À la baguette qui durcirait sur le plan de travail. Le frère Lambert, 54 ans, surveillant du service, s'est assis à la gauche de Dupont. Il avait son propre carnet, un stylo bic noir, et il n'a pas levé les yeux de toute la soirée. Pas une fois. Il prenait des notes comme on remplit un formulaire à la préfecture, méthodiquement, ligne par ligne. Le frère Bernard, 47 ans, le plus jeune, s'est assis à droite. Bernard, le meilleur ami de Julien depuis le lycée. Il avait été notre témoin de mariage. Il avait porté Louise dans ses bras à sa naissance, dans le hall de la maternité, en pleurant un peu. Il aurait dû se récuser, parce que dans une vraie procédure judiciaire, on ne juge pas la femme du meilleur ami de son enfance. Mais ce n'était pas une vraie procédure judiciaire. C'était quelque chose qui en empruntait les mots. Comité, juge, audience, témoin, pour habiller autre chose. Quelque chose de plus ancien que la pièce. Et entre nous, sur la table en stratifié beige, il y avait la boîte de Kleenex. Carrée, blanche, marque distributeur. Posée précisément au centre. Personne ne l'avait apportée pendant que j'étais là. Elle était là avant moi. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui,
était entré dans cette salle en avance pour la disposer. Comme on dispose un verre d'eau pour un orateur. Sauf que ce verre d'eau, lui, te disait sans un mot ce qu'on attendait de toi. On attendait que tu pleures, et qu'en pleurant, tu comprennes que les larmes seraient le seul argument qui sortirait de ta bouche cette nuit-là, parce que tout le reste serait écrit sur le bloc-notes jaune, à l'envers de ta voix. Avant qu'aucune question ne soit posée, le frère Dupont a prié à voix haute, les yeux fermés, et il a remercié Jéhovah de pouvoir assister cette sœur dans son examen spirituel. Examen spirituel. Voilà comment on appelle ça dans le manuel. Pas interrogatoire, pas tribunal. Examen. Comme à l'école. Comme si ce qui allait suivre était une note et non une amputation. Et c'est à ce moment-là, pendant la prière, les yeux mi-clos sur le bord rouge de la moquette industrielle, que j'ai entendu pour la première fois, distinctement, en moi, une voix qui n'était pas celle qu'on m'avait enseignée. Une voix qui disait « Tu n'aurais jamais dû entrer dans cette pièce ». Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que tu comprennes le manuel. Il s'appelle « Faites paître le troupeau de Dieu ». C'est un livre confidentiel, à couverture rigide, distribué uniquement aux anciens. La plupart des témoins n'en ont jamais vu un seul exemplaire. Moi, j'en avais vu un par accident, sur la table de chevet de Julien quand j'avais 21 ans. Et j'avais détourné le regard, parce que je savais que le toucher serait considéré comme une indiscrétion. Ce livre contient des chapitres entiers sur la procédure du comité judiciaire. Il liste les questions qu'un ancien peut, et selon le cas doit, poser à un membre soupçonné de péché. Les questions sur la conduite intime conjugale y sont décrites comme parfois nécessaires pour évaluer la nature et la gravité du péché. Évaluer, c'est un mot administratif. Comme un expert d'assurance évalue un dégât des eaux. Sauf qu'ici, ce que l'expert évalue, c'est l'intérieur d'un mariage qu'il n'a jamais vécu, à travers des questions écrites par un comité d'hommes à des milliers de kilomètres qui ne te connaissent pas. Ce comité s'appelle le Collège central. 8 hommes à Warwick, dans l'État de New York. Ce sont eux qui décident de la liste, pas le frère Dupont. Le frère Dupont a 68 ans, il a été ouvrier toute sa vie, il aime sincèrement Jéhovah, et le matin du comité, il s'est probablement levé tôt pour relire les pages que d'autres hommes avaient écrites pour lui. Il les a lues, il les a respectées, il les a appliquées. Personne dans cette pièce n'avait, individuellement, le pouvoir de retirer ces questions. Et pourtant quelqu'un les posait. À moi. La procédure repose sur une doctrine plus ancienne que le manuel. La doctrine de l'autorité du mari. Cette doctrine enseigne que le mari est le chef spirituel absolu de l'épouse. Pas le partenaire, pas l'égal, le chef. Et que l'épouse doit se soumettre, dans la maison comme dans le lit. Quand tu apprends cela à 13 ans, à 16 ans, à 18 ans le matin de ton mariage, tu n'apprends pas seulement une règle. Tu apprends que ton corps n'est pas un endroit où tu vis. Ton corps est un endroit où ton mari habite. Et quand un comité judiciaire te demande, plus tard, ce qui s'est passé dans ce lit, ce qu'il te demande vraiment, en filigrane, c'est « As-tu, oui ou non, été un bon logement ?» L'autre rouage que personne ne nomme à voix haute, c'est la règle des 2 témoins. Cette règle dit que pour qu'un péché soit reconnu, n'importe quel péché, du vol à l'agression d'un enfant, il faut 2 témoins oculaires du fait précis, ou un aveu en règle. On me l'a enseigné depuis l'enfance comme une protection. Une protection contre la calomnie, contre l'accusation injuste. Sauf que dans une chambre conjugale, il n'y a jamais de témoin. Il y a un mari et il y a une femme. Et si la femme dit que quelque chose s'est passé qu'elle n'a pas voulu, et que le mari dit le contraire, la règle est claire. Il n'y a pas de péché reconnu. La femme est priée d'arrêter de calomnier un frère. Mais quand c'est le comité qui pose les questions, alors il n'y a plus besoin de 2 témoins. Tes propres mots suffisent. Une seule réponse de toi peut te valoir l'exclusion. C'est la même règle, lue dans 2 directions opposées, selon que ce qui est en jeu est la sécurité d'une femme ou la stabilité d'une congrégation.
Et puis il y a la formation avant le mariage, la fameuse préparation. 3 ou 4 soirées chez un ancien, autour d'un café et du secret du bonheur familial. Couverture rose, dos rigide, publication de 1996. Ma mère m'en a posé un exemplaire sur le bord du lavabo le matin de mes noces, avec un post-it jaune sur le chapitre 5, l'épouse qui édifie une famille heureuse. Ce livre et la préparation ne disent rien de l'intimité concrète, rien sur le corps, rien sur le consentement quotidien. Le mot plaisir n'apparaît pas dans le contexte de la femme, le mot désir non plus. Ce qui apparaît, c'est devoir conjugal. C'est la formule exacte. Et cette formule, si tu y réfléchis, n'est pas une description. C'est un contrat. Et c'est aussi, exactement, la phrase que le frère Dupont allait choisir. Le frère Dupont a fini de prier. Il a relevé la tête. Il a relu silencieusement la première ligne dactylographiée de son bloc-notes jaune. Il a respiré. Et il a dit, de cette voix douce que je connaissais depuis 10 ans, la voix qu'il prenait pour faire les annonces de naissance à l'estrade. « Sœur Lefèvre, est-ce que tu as toujours accompli ton devoir conjugal envers ton mari ?» J'ai entendu la phrase. Je l'ai entendue très clairement. Et j'ai entendu, en même temps, comme une seconde voix par-dessus, le bourdonnement précis des néons du plafond. C'était un grésillement bas, presque imperceptible, mais je l'ai entendu pour la première fois ce soir-là. Comme si tout le reste s'était tu pour me laisser l'entendre. Et j'ai compris une chose que je ne pouvais pas formuler à ce moment-là, mais que je peux formuler maintenant. La question n'attendait pas vraiment ma réponse. La question existait, pour être posée, pour figurer dans le bloc-notes, pour qu'une coche soit cochée sur la liste et qu'on puisse passer à la question suivante. J'ai mis longtemps à répondre. Le frère Lambert n'a pas levé les yeux. Le frère Bernard regardait le mur derrière moi. Et le frère Dupont, lui, attendait, immobile, comme un homme qui a tout son temps. J'ai essayé de réfléchir à la question. J'ai essayé de me souvenir de la définition exacte du devoir conjugal qu'on m'avait enseigné. J'ai essayé de séparer dans ma tête ce qui relevait du devoir et ce qui relevait de moi. Et je n'ai pas pu. Parce que pendant 8 ans, on ne m'avait pas appris à faire la différence. J'ai dit non. Un seul mot. Voix basse. Pas dramatique. Pas vindicatif. Juste un mot honnête. Le premier que je me souvenais d'avoir prononcé honnêtement dans cette pièce, de toute ma vie. Le stylo bic noir du frère Lambert a accéléré sur son carnet. 1 seconde. Peut-être 2. Le frère Bernard a brièvement croisé mon regard, et il a détourné les yeux comme s'il s'était brûlé. Le frère Dupont a coché sa case sur le bloc-notes jaune, et il a posé la question suivante. Je ne te dirai pas les questions suivantes, pas parce qu'elles sont indicibles, parce qu'elles ne te concernent pas. Si 3 anciens, dans une salle sans fenêtre, peuvent demander à une femme de 26 ans si elle a accompli son devoir conjugal, alors le décor est planté. Tout le reste n'est que des variations sur la même note. Ce qui s'est mis à craquer dans ma tête, dans les minutes qui ont suivi, je peux te le dire. C'est là, dans cette salle, que la dernière paroi a cédé. Pas dans la cuisine quand Julien rentrait à 17h47. Pas le matin où ma mère m'a tressé les cheveux. Pas même l'été d'avant à la boulangerie, quand Marion m'avait demandé, devant une grille de pain au levain encore tiède, s'il m'arrivait de choisir quelque chose juste parce que ça me rendait heureuse. Toutes ces fissures avaient préparé celle-là. Je me suis vue, à 18 ans, le matin du 14 octobre 2017, dans la salle de bain de mes parents. Je me suis vue regarder mes propres yeux dans le miroir, en me disant que ce que je ressentais, la peur, l'incompréhension, n'était que le manque de spiritualité d'une jeune sœur. Je me suis vue, à 19 ans, accepter que Julien gardât un petit carnet bleu dans son tiroir pour suivre mon cycle, parce qu'il m'avait dit que c'était par soin pastoral. Je me suis vue, à 23 ans, demander à une sœur plus âgée pourquoi je me sentais si seule, et m'entendre répondre « Prie plus, attends Jéhovah ». Et puis je me suis vue dans cette chaise pliante en métal,
en train d'écouter un homme de 68 ans me demander si j'avais été une bonne épouse au lit. Et j'ai compris, d'un coup, sans bruit, que toutes ces images étaient la même image, le même lit, le même contrat, simplement vu sous des éclairages différents. Le frère Dupont a posé sa 5e ou 6e question. J'avais déjà perdu le compte. Il m'a demandé si je comprenais que le seul motif scripturaire de divorce était l'adultère, et que sans ce motif, demander la séparation civile était considéré comme une rébellion contre l'arrangement conçu par Jéhovah. J'ai écouté la phrase. J'ai laissé la phrase passer. Et au lieu de répondre, je me suis surprise à dire, tout doucement, presque pour moi-même, « Mais si l'arrangement détruit la personne, est-ce que l'arrangement vient encore de Dieu ?» Je n'avais pas prévu cette phrase. Elle est sortie. Elle est sortie de la même bouche qui avait dit non quelques minutes plus tôt. Elle ne ressemblait pas à moi. Et c'est exactement pour ça que c'était moi. Le frère Lambert a cessé d'écrire. Pour la première fois de la soirée, il a relevé les yeux. Il m'a regardé comme on regarde un objet qu'on croyait cassé et qui se met à parler. Le frère Bernard a serré les mâchoires. Le frère Dupont a soigneusement reposé son stylo sur le bloc-notes. Il y a eu un silence. Un vrai silence. Pas le silence procédural. Un silence où les néons sont devenus presque assourdissants. Et c'est dans ce silence-là que j'ai compris une dernière chose, peut-être la plus importante. Ces 3 hommes ne savaient pas, eux non plus, comment répondre à cette question. Le manuel, à cet endroit précis, n'avait rien à proposer. L'arrangement, quand on le pousse jusqu'au bout, n'avait pas de réponse à la question « Et si l'arrangement détruit la personne ?» Le manuel répondait « Alors la personne est défectueuse ». Le bloc-notes répondait « Alors on coche la case « Rébellion ». Mais Dupont, Lambert et Bernard, en tant qu'hommes, ne pouvaient pas répondre. Pas parce qu'ils étaient méchants. Parce que la procédure, ce soir-là, était plus solide qu'eux. Eux aussi étaient enfermés avec moi. Simplement, eux, ils ne le savaient pas. J'ai été exclue 3 semaines plus tard, annoncée depuis l'estrade à la réunion de semaine par la phrase rituelle « Camille Lefebvre n'est plus l'une des témoins de Jéhovah ». Pas d'explication publique, pas de raison citée. C'est interdit. Mais chaque membre de la congrégation savait, parce que dans une salle du royaume, tout finit par se savoir. 6 mois plus tard, Julien était nommé ancien dans une autre congrégation. Il s'est remarié. Sa nouvelle femme a 19 ans. J'ai déménagé à Lyon en janvier. 4 mois ont passé. J'ai fait couper mes cheveux pour la première fois depuis le mariage. Ils m'arrivent maintenant aux épaules. J'ai recommencé à acheter du baume à lèvres parfumé, ce que Julien aurait considéré comme mondain. Je vois une psychologue laïque 2 fois par semaine, et elle ne prie pas avant nos séances. Je travaille à temps partiel dans une boulangerie, choisie exprès parce qu'elle ne ressemble pas à celle de Marion, mais l'odeur du levain le matin est exactement la même. Marion m'envoie un message à peu près 1 fois par mois. Mon père ne m'a pas appelé depuis 5 mois. Ma mère a traversé la rue, un samedi, près du marché à Clermont, plutôt que de me croiser. Mon frère Thomas ne répond pas. Louise et Noé apprennent à lire. Je le sais parce qu'une cousine qui a quitté il y a 10 ans m'envoie des photos. Je verrai des photos, longtemps. Pas eux. J'ai gardé une chose de cette pièce. Pas la planchette à clip, elle appartient au frère Dupont. Pas le bloc-notes jaune, pas les Kleenex. J'ai gardé le bourdonnement, le grésillement précis des néons au plafond. Je l'entends parfois, dans des magasins, dans des couloirs administratifs. Et chaque fois que je l'entends, mon corps se rappelle de la nuit où une question a été posée à voix douce, et où une autre voix, en moi, a répondu non pour la première fois. Ce bourdonnement, c'était le bruit de l'arrangement. C'était le bruit qu'on m'avait appris à confondre avec le silence de Jéhovah. Maintenant, il sonne pour moi comme une alarme. Tout douce, presque tendre, qu'un système faisait entendre pendant qu'il essayait de me convaincre que mon mariage était à moi seule de réparer. Une femme m'a écrit le mois dernier pour me dire qu'elle avait été assise devant ces mêmes anciens en 2009. Je lui réponds, à elle et à toi.
Si tu as grandi dans une maison où ton silence s'appelait ta vertu, je te vois. Si on t'a appris que ton corps n'était pas un endroit où tu vivais, mais un endroit que ton mari habitait, je te vois. Si tu as déjà été assise sur une chaise pliante en métal, devant une boîte de Kleenex prédisposée, pendant que des hommes plus âgés que toi cochaient des cases sur un bloc-notes jaune, je te vois. Et si tu n'as jamais été dans cette salle, mais que la voix la plus douce de ta vie t'a déjà demandé, un mot couvert, si tu accomplissais bien ton devoir d'épouse, de fille, de sœur, de mère, de bonne croyante, je te vois aussi. Tu n'es pas une mauvaise femme. Tu n'es pas spirituellement déficiente. Tu n'es pas en train de calomnier. Tu vis simplement dans un parking dont les flèches ne sont pas peintes pour toi. Tu peux remonter à pied, à contresens, sur le bitume mouillé. C'est lent, c'est laid. Personne ne t'applaudit. Mais c'est possible. Je suis une femme qui l'a fait. Je ne suis pas spéciale. J'ai juste posé un mot, non, dans une salle où ce mot n'était pas prévu. Et le mot a fait son travail. La liberté fait moins mal que l'obéissance. Je te le promets.